Non, je pense que le Cornu aurait dû commencer par des excuses, tout simplement. Il aurait dû commencer son allocution par des excuses en disant « Nous nous sommes trompés, nous avons fermé Fessenheim », c'est lui qui était d'ailleurs secrétaire d'État à l'époque. Si on a l'occasion, Florian, je vous redonne la parole juste après, je ne sais pas si en régie on a l'occasion de voir Sébastien Lecornu. Voilà. Donc il avait pris comme un problème social, alors que c'est en fait une bifurcation dans la trajectoire de la France qui s'est jouée à ce moment-là. La CGT de Fessenheim avait bien expliqué tout l'enjeu qu'il y avait autour. Il a parlé d'irréversibilité du principe. Eh bien, je pense qu'il aurait été, Lecornu aurait encore une fois été bien inspiré de s'excuser pour ses décisions iniques, de s'excuser pour sa loi de programmation de l'énergie qui vient de passer au Parlement, qui est une catastrophe absolue. Il s'entête dans l'éolien en mer, alors que ça n'a aucun sens économique. Toutes ces mesures, en fait, conduisent à l'augmentation du prix de l'électricité. Or, si on veut électrifier le pays, il faut quoi? Baisser le prix de l'électricité pour que le marché fasse son travail et que les gens soient incités plutôt qu'ils soient toujours... Voilà, et baisser la facture aussi. Et baisser la facture des Français d'électricité, parce qu'effectivement, c'est des recettes en main pour l'État, ils sont incapables de le faire, les caisses sont vides. Ils ne le feront pas. Non, mais alors on a fait le calcul. Par exemple, sur la TICPE, il y a une part qui va aux collectivités territoriales pour financer le transport, etc. Si toutes les régions faisaient comme Christelle Morancet ou Laurent Wauquiez, qui baissaient juste de 5% leur budget, ils pourraient, donc la TICPE et la taxe donc, sur le pétrole aurait pu baisser de 12 milliards. Ici, on parle de 10 milliards. Donc en vrai, il faut juste baisser aussi la dépense publique pour pouvoir se permettre de faire d'autres choses. Voilà ce que dit Donald Trump à la fin, c'est très intéressant. Cela m'est égal, en gros, si un accord est conclu avec l'Iran ou pas. Voilà ce que dit Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment le cas, Florent Gérard-Mercier? Est-ce que vous pensez vraiment que Donald Trump s'en fiche finalement de trouver un accord ou pas avec l'Iran? Non, je pense que ça va dépendre de quel accord. Je souhaite rappeler quand même qu'avant même le début de la guerre, il y avait des négociations qui étaient en cours. Donc en fait, je pense qu'on va trop vite en besogne quand on dit oui, bah là ça y est, il y a un cessez-le-feu, ils négocient et donc ça va être la fin de la guerre. Moi, je n'y crois pas. Si l'Iran reste sur ses positions de la même manière qu'ils ont eu une position totalement maximaliste avant le début de la guerre, en disant bah non, le système balistique on n'y touche pas, le système nucléaire on n'y touche pas, etc. Et l'Iran dit à l'inverse que les États-Unis ont des demandes maximalistes aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais en fait, chacun monte la marionnette. Oui, mais sauf qu'il y en a quand même un qui a dominé militairement l'autre. Je veux dire, la victoire des Iraniens, c'est juste d'être encore là, que le régime tienne encore debout. Et c'est une grande victoire, effectivement, pour le régime des Mollahs, vu tous les moyens déployés. Mais non, ça reste quand même une... On peut pas dire une victoire. On peut pas dire non, mais pour le régime des Mollahs, c'est une victoire de rester en poste. Mais voilà, ils ont perdu quasiment tous leurs dirigeants. Enfin, il y en a un qui a dominé militairement très fort l'autre. Je veux dire, les États-Unis, là, avec le cessez-le-feu, ils vont pouvoir peut-être reconstituer leur stock de missiles, etc. Et s'ils doivent reprendre la guerre dans 2 semaines, je pense qu'ils le feront. Donc il ne faut pas aller trop vite en disant ah non mais ça y est c'est terminé. Pas du tout. Justement, vous n'êtes pas sûr du tout que ces négociations aboutissent finalement? Je pense que ces négociations, voilà, il va falloir voir effectivement ce qui se dit dedans. Est-ce que les Iraniens sont prêts à accepter? Mais s'ils ne sont pas prêts à accepter le minimum pour Donald Trump, ça peut tout à fait reprendre. Tout en taclant, vous l'avez vu, l'OTAN, et tout en taclant bien sûr ses alliés occidentaux qui, selon Donald Trump, n'ont pas réagi. Bon, j'imagine qu'il inclut la France dans le lot. Non, mais bien sûr, même si on a les capacités de détruire ces mines, d'ailleurs. Hein, la France est capacité pour le faire. Et l'un peut-être des pays, d'ailleurs, le mieux placé pour le faire. Oui, après, de toute façon, le problème fondamental du détroit d'Ormuz, c'est les polices d'assurance pour les vaisseaux. Donc, je veux dire, tant que ce problème-là n'est pas résolu, les bateaux auront toujours du mal à traverser. Non, je pense qu'il a raison, enfin, il a raison et pas raison, parce que, certes, lui, de toute façon, son pays est exportateur de pétrole, donc il n'a pas besoin du pétrole du détroit d'Ormuz. Néanmoins, le fait que le pétrole ne puisse pas passer, ça augmente les prix, et donc ça augmente les prix à la pompe aussi aux États-Unis, puisqu'on est dans un système mondialisé, et donc si le pétrole américain... c'est 20% du pétrole brut mondial qui circule par le détroit d'Ormuz. Tout à fait. Et donc du coup, c'est pour ça que les prix ont autant augmenté, et donc y compris à la pompe américaine. Donc il faut passer à la voiture électrique, on en parlera tout à l'heure. Il est quand même concerné. Mais oui, l'OTAN, effectivement, a brillé par son absence. Après, elle n'était pas obligée non plus d'intervenir, puisque l'article 5, c'est de la défense, là c'était de l'attaque de la part des États-Unis. Donc bon. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire plus quand même pour sécuriser ce détroit. Il l'a fait sciemment, je sais pas. L'histoire de Terra. Non mais en fait, c'était pas sûr que l'Iran joue cette carte à plein, parce qu'il y a quand même
Il vend 80% de son pétrole à la Chine, l'Iran, et la Chine, pour le coup, si le pétrole iranien ne peut plus arriver, la Chine ne va pas être très contente. Donc, je pense qu'il y avait une forme de réflexion que l'Iran n'irait pas jusque-là. Ils y sont allés, clairement. Et puis, sans oublier qu'avec le système actuel, quand même, le prix de l'électricité reste indexé, puisque c'est au marginal, sur le prix du gaz. Donc, on a aussi, de toute manière, le prix de l'électricité reste impacté par le gaz. Non, ce que je voulais dire, c'est juste rappeler quelque part l'incurie des gouvernements et le fait que, justement, on a parlé de Gaudi, mais il faut se souvenir qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, le diesel avait été incité par le gouvernement français avec des incitations fiscales, etc., parce que justement ça consomme moins au kilomètre que l'essence. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, la majorité du transport, la majorité des kilomètres sont faits avec le diesel. Parce que le diesel, c'est à peu près 2 tiers de la consommation française annuelle, alors que l'essence n'est que 1 tiers. Et donc en fait, et d'un coup, on a eu l'augmentation du diesel parce que le diesel, en gros, c'était pour les beaufs. Ça a donné les gilets jaunes. Donc c'est quand même ces revirements de politique sont ce qui nous ont coûté ça. Alors comme que sur les ZFE. Oui, c'est ça. Alors que justement, la même chose. dans le même temps, les les Chinois se sont dit la technologie du futur, c'est ça, on y va tout droit, et ils ont mis les moyens. Et nous, en fait, quand on godit, forcément, on va nulle part. Allez. Non, mais face à une école qui n'est plus du tout un sanctuaire, l'ultra-violence est partout, ça a bien été dit, même dans des études, dans des établissements de bons quartiers. Donc, c'est vraiment un changement de dimension. Et donc, je pense qu'on en demande trop à nos enseignants. En réalité, un enseignant, c'est pas un policier. Donc, je veux dire, face à ici un peu une meute qui visiblement ne veut pas écouter et n'hésite pas à en venir aux mains, en réalité, il faut aujourd'hui faire comme dans d'autres pays, c'est-à-dire mettre la surveillance, donc des caméras, dans les couloirs à minima, je pense aussi dans les salles de classe, et que tous les comportements suspects ou violents soient immédiatement détectés, qu'il puisse y avoir les surveillants dont c'est le métier qui puissent intervenir, la police si c'est nécessaire, et pour protéger les enseignants pour qu'ils puissent rester dans leur métier de transmission du savoir. Et aussi un dernier point, que les parents soient aussi responsabilisés, que leurs petits-anges, qu'ils voient que leurs petits-anges ne sont pas des anges et qu'ils aient honte, et qu'ils puissent aussi agir, et s'ils sont effectivement défaillants derrière. Et pour les cas les plus pathologiques, il faut effectivement pouvoir mettre ces étudiants, ces élèves, dans des centres éducatifs fermés, là où les parents sont vraiment défaillants. Et Florent. Non, mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut remettre effectivement l'autorité à l'école, que ce n'est pas le métier des enseignants de faire face à cette violence. Donc, il faut changer juste de système. Donc, il faut qu'il y ait ces caméras dans les couloirs et dans les salles de classe. Il faut aussi remettre... C'est-à-dire quoi? On va faire appel à la vidéosurveillance et aux agents de sécurité dans une école. Mais bien sûr. Ça protégerait les enfants et les enseignants. Parce que parfois, il y a des abus sur les enfants et parfois, il y a également des enseignants qui ne font rien de mal. Je suis d'accord, moi. C'est des choses qui sont déjà appliquées dans beaucoup de pays, justement parce que c'est pas qu'en France qu'on a ce problème civilisationnel. Donc, d'autres pays ont mis ça en place parce que, encore une fois, là, les étudiants, les élèves, ils n'avaient rien à faire dans ce couloir. Donc, je veux dire, si sur la vidéosurveillance, on voit qu'il y a des élèves dans le couloir, c'est pas au prof d'aller se déplacer, d'interrompre son cours pour aller ensuite faire la police. Non, c'est aux surveillants, ou c'est dans des cas où il y a de la violence, la police peut être appelée beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement mettre en place avec tout un ensemble de mesures supplémentaires. On peut poser, encore une fois, la responsabilité des parents, on l'a dit, avec cet article, mais aussi avec les allocations familiales. Il y a tout un ensemble de choses. Il faut tout simplement changer de système. Parce que éviter ce rapport, c'est ce que disait Gabriel Attal, d'égal à égal, mais... Alors pour ça, il y a les peines planchées. Mais remettons les peines planchées pour toute atteinte à une personne dépositaire d'autorité publique, dont par exemple les enseignants. Allez, et voilà, 39%, on revient sur ce chiffre, 39% des personnes blanches disent avoir été victimes de discrimination ou victimes d'une agression. Pourquoi on a autant de mal à reconnaître ce racisme anti-blanc ? On le voit avec ce sondage de l'IFOP pour la LICRA qui existe bel et bien, même si, et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, certains hommes politiques ont tendance à vouloir le mettre sous le tapis. Parce qu'en fait, il y a deux visions qui s'opposent. D'un côté, il y a la définition du Larousse, qui est extrêmement claire. Le racisme, c'est une idéologie selon laquelle certains groupes ethniques seraient supérieurs à d'autres, et c'est aussi les comportements qui découlent de cette idéologie. Voilà. Donc, cette définition-là, très clairement, le racisme anti-blanc, ça existe. N'importe qui considère que les blancs sont inférieurs, par exemple le député LFI Bilongo qui dit « nous sommes plus intelligents, nous sommes plus endurants », ça, c'est du racisme anti-blanc. Il y a zéro doute du point de vue de la définition du Larousse. Et de l'autre côté, il y a
toute une certaine gauche qui s'appuie sur, en gros, des études de sociologie, etc., et qui dit non, en fait, le racisme, c'est quelque chose de beaucoup plus systémique, qui s'exprime voilà, dans le fait que, en gros, les racisés sont moins favorisés, etc. Et donc, comme les Blancs sont dans une position de dominance dans les sociétés à majorité blanche, eh bien, le racisme ne peut pas être contre les Blancs de facto parce qu'ils sont au-dessus de tout. Et donc, c'est ces deux dimensions-là, et il y en a une qui est très simple, la définition de Larousse. Moi, je trouve qu'elle est extrêmement simple. Elle découle de l'universalisme français républicain et elle correspond aussi au vécu, au quotidien des Français, parce que les chiffres qui sont donnés sont éloquents. Ça veut dire qu'en volume, évidemment, voilà, quand on est musulman ou quand on est noir, il y a la proportion de personnes qui subissent le racisme est beaucoup plus grande, mais donc en volume, en nombre de personnes qui subissent des agressions racistes ou qui subissent du racisme, mais en fait, ce sont les Blancs qui sont le plus victimes de ça en volume, encore une fois. C'est en France aujourd'hui, ce qui est fou. Ce qui ne peut pas dire minimiser les autres formes mais non, mais bien sûr, de racisme. Bien sûr que non. Mais c'est reconnaître cet effet. Mais c'est là, Florian. Dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, moi, ce qui m'a le plus gêné aussi, c'est ce côté toujours révolutionnaire. Je veux dire, on ne le redira jamais assez. Jean-Luc Mélenchon est un danger pour notre République. On a Mathilde Panot qui dit qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats des élections en 2027 si ça n'allait pas dans leur sens. Là, en fait, ils ont une stratégie où ils commencent à construire une stratégie, en fait, pour mener une révolution en 2027 et pour prendre le pouvoir, même s'ils ne peuvent pas le prendre par les urnes. Ça, c'est le premier point. C'est un peu le diviser pour mieux régner. Et c'est tout à fait diviser pour régner, avoir une assise assez radicalisée pour pouvoir arriver à ses fins, y compris par la violence. Enfin, c'est ça un peu l'impression que ça donne, et il le dit assez clairement par ailleurs. Que font aux agriculteurs qui en ont bien besoin, d'ailleurs. C'est révélateur de la justice américaine qui défend le droit de propriété. Absolument. Ça, c'est très important aussi. Allez, Florian, très rapidement. Non, mais je trouve que c'est effectivement une belle information parce que la restitution des biens volés reste quelque chose qui n'est pas complété aujourd'hui. Et voilà, maintenant, je souhaite beaucoup de bonheur à cet agriculteur, surtout.